Déjà, je commence par vous dire que le sucre dans tous ses états, c'est un chouïa ambitieux dans le sens où le sucre est un sujet très très vaste. Donc je vais essayer de le traiter le plus précisément possible, mais ça restera d'une certaine manière qu'une introduction parce que c'est un sujet qui est très lourd et qu'on pourrait traiter de plein d'angles différents. Après, je compte sur vous au niveau des questions pour, si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié ou qui vous semble important, ou, voilà, de bien poser les questions, je serai ravie d'y répondre à la fin. Alors pourquoi s'intéresser au sucre? Le sucre fait partie c'est ce qu'on appelle aussi les hydrates de carbone, les glucides, les carbohydrates en anglais. On le trouve sous plein de formes différentes, donc je vous ai écrit quelques noms. Et concrètement, quand on regarde, on le trouve quasiment partout dans notre alimentation d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est un sujet important à traiter et qu'il faut bien le comprendre, puisque, comme je viens de le dire, il y en a partout. Le problème, c'est qu'en effet, c'est un criminel, un délicieux criminel, je dirais. Il est si délicieux qu'aux États-Unis, au Canada ou en Allemagne, 5 à 10% des personnes seraient addictes au sucre. Je pense que c'est un chiffre qui est peut-être sous-estimé, mais en tout cas qui doit être à peu près équivalent en France, sachant qu'il y a l'addiction et il y a sinon nos habitudes alimentaires qui, en France, sont excessivement sucrées. Donc, sans être addicts, la plupart d'entre nous mangeons trop sucré. Et pourtant, aussi bon soit-il, et bien qu'on le trouve partout en libre service, c'est pour moi un élément qui fait littéralement un crime contre l'humanité parce qu'il favorise l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, la suractivité chez l'enfant, donc il peut aussi altérer le développement au niveau scolaire, familial et social. Enfin, le sucre, je ne pourrais pas développer absolument tout, je l'approfondirai un peu plus tard, mais le sucre est vraiment quelque chose de grave et qui est vraiment dangereux. Et je parle là donc pas uniquement du diabète. Pourtant, le sucre est nécessaire, il est vital même, c'est un carburant dont on a besoin. Vous voyez l'image d'un cerveau parce que le glucose qu'il y a dans notre sang, dans notre corps que nous ingérons, va être à 60% à destination du cerveau. Donc le cerveau est le plus gros consommateur de sucre. Donc nous avons besoin de glucides au sens large du terme, pas forcément du sucre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en bref des glucides et de la physiologie, digestion, le fonctionnement. Où est-ce qu'on trouve ce fameux sucre et comment adapter son alimentation pour justement limiter le sucre. Donc la physiologie. Le sucre fait partie donc, des glucides et les glucides apportent de l'énergie. Fait partie de la grande catégorie des macronutriments avec les protéines et les lipides. Et la caractéristique, c'est qu'en effet, il apporte des calories. On est à 4 kilocalories pour 1 gramme, comme les lipides. Comme les protéines, les lipides sont à 9 kilocalories pour 1 gramme donc, de lipides. C'est grâce à cet apport calorique que le corps va réguler notre appétit. En effet, il ne le régule pas sur la composition en fer de notre alimentation. Il va réguler de ce qu'on mange en fonction des calories qu'on apporte. Évidemment, ce n'est pas une science exacte puisqu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, social, est-ce qu'on aime le repas ou pas, est-ce qu'on est stressé, etc. Mais globalement, la régulation se fait grâce à l'apport énergétique et notamment les glucides. Et il y a aussi un rôle de réserve. Les sucres ont un rôle de réserve, notamment dans le foie avec le glycogène, mais également en gras, comme on va le voir. Alors, toute notre aventure avec le sucre commence au niveau de la bouche, où on va du coup commencer la digestion. On va détecter aussi au niveau des papilles gustatives la composition du bol alimentaire. Et ensuite, la digestion sera continuée au niveau de l'intestin grêle avec les enzymes pancréatiques. Il faut savoir que les informations... Il faut savoir que au niveau de la bouche, des papilles gustatives, nous avons des informations qui vont remonter au cerveau. Le goût, la composition du repas, et combien il y a de sucre, quel type de sucre,
évidemment le plaisir et la composition globale calorique du repas. Donc évidemment, si on gobe et qu'on mange d'un coup, on a chanté toute cette étape. Or, le cerveau a un rôle puisqu'il va préparer le système digestif à digérer l'alimentation globale et notamment les glucides et commencer à préparer la sécrétion d'insuline en prévision. C'est grâce aussi à ce qu'il sent au niveau gustatif qu'il va estimer les calories du repas et donc ce qu'on va voir après, on ne peut pas trop le duper à ce niveau-là. Il aime bien saisir et il aime bien que tout soit cohérent. Alors, les glucides. On a les glucides complexes et les glucides simples. Les simples, c'est ceux qui ont une à deux molécules, deux éléments, donc glucose, glucose, glucose fructose, glucose galactose, voilà. Et on a souvent le saccharose, lactose, maltose. Ceux-là, ce sont donc des éléments avec deux molécules de glucides. Ce sont les monosaccharides, les disaccharides ou les polysaccharides. Ce qu'on a, le sucre de table, c'est le saccharose. Le lactose étant présent dans les produits laitiers. Et les amidons, donc on voit là que c'est des chaînes de jusqu'à 600 molécules de glucose mis ensemble. Et ça ressemble vraiment à... Il y a plein de ramifications, c'est extrêmement grand, c'est un vrai arbre en fait, ou peut-être plutôt du lierre. C'est très grand et donc ça va prendre beaucoup de temps à digérer. On va voir que c'est une caractéristique importante. C'est pour ça qu'on les distingue au niveau nutritionnel également. Donc c'est un élément important puisque du coup, lors de la digestion, notre corps va séparer les molécules pour qu'elles soient finalement en un seul élément, glucose ou fructose, pour pouvoir être digérées. Il n'est pas capable de digérer la grande chaîne. Il doit forcément digérer un petit élément. Des fois, il y a deux qui peuvent passer, mais voilà. Donc, du coup, une fois que cette digestion est faite, donc dans l'intestin, il y a absorption. Le sucre arrive dans le sang sous la forme, du coup, de glucose. Là, nous avons... qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que le sucre arrive dans le sang, on a donc les petits points blancs que vous voyez dans le vaisseau, c'est le sucre. Il y a donc la glycémie qui augmente. Le pancréas va détecter qu'il y a la glycémie qui a augmenté et sécréter de l'insuline. L'insuline va permettre l'ouverture des portes des cellules. Elle va dire aux cellules, il y a beaucoup de sucre, vous pouvez en récupérer, vous en stockez. Les muscles vont récupérer du sucre, le foie va récupérer du sucre pour l'utiliser et l'insuline va justement dire, allez, on doit consommer le sucre, on doit le stocker, on doit l'éliminer parce qu'il y en a trop. Donc soit il va être utilisé, soit il va être stocké en glycogène, soit il va être stocké en gras. Et de même, les cellules adipeuses vont récupérer du sucre lorsqu'il y en a en excès. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nous avons une augmentation de la glycémie. Vous voyez sur le petit schéma, en rouge, la glycémie qui augmente. Et l'insuline également augmente pour justement suivre cette évolution et pouvoir faire descendre la glycémie. Sauf que si la glycémie augmente très vite, par exemple, vous avez mangé un morceau de sucre, le sucre va arriver très vite dans le sang et donc on va avoir ce pic. L'insuline monte aussi et du coup, il va y avoir un stockage de ce sucre tellement rapide qu'on va avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est, vous voyez, le taux de sucre qui descend en dessous de la normale. C'est ce qui va arriver, par exemple, le matin, lors de la fringale de 11 heures, ou une fatigue, ou potentiellement simplement de la nervosité, ou l'envie de manger, ou l'envie de boire. Voilà. Et ça, on peut l'éviter, hein, ce n'est pas... Mais en règle générale, c'est ce qui se passe dans notre corps. Alors, la glycémie, justement. La glycémie, c'est la concentration de glucose dans notre sang à jeun. Le taux normal doit se situer entre 0,7 et 1 g par litre. Si jamais il commence à être autour de 1 g, voire un peu plus, il faut commencer à surveiller sa glycémie, voire même à réagir vraiment activement, notamment avec les conseils que je vous donne, ou alors sinon en allant voir un diététicien, voir son médecin. Si elle dépasse 1 g par litre, que vous arrivez à plus de 1,05, il faut aller voir son médecin, vous êtes en prédiabète. Et ça, vous pouvez le mesurer du coup en faisant une prise de sang ou encore des prises de sang. Alors le problème, parce que le sucre, c'est
c'est bien, on en a besoin. Le problème, c'est qu'il est bon, voire même trop bon. C'est-à-dire qu'il vient en effet stimuler le cerveau. Le cerveau nous récompense par de la dopamine, donc les hormones de plaisir, pour ces calories que nous avons rapportées au corps. Le problème, c'est qu'il n'a pas été conçu pour des calories vides, des calories très vite digérées. Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre des calories qui vont être néfastes pour le corps ou des calories normaux. De base, des calories telles que le sucre, ça arrive dans les fruits. Donc, il nous félicite d'avoir récupéré des fruits. Mais là, il peut nous féliciter également pour avoir mangé du sucre, ça nous apporte du plaisir. Et du coup, on peut avoir une addiction. Justement, on dit que c'est le système de récompense qui est activé lorsqu'on mange du sucre et qui va pouvoir produire cette addiction. C'est le même système de récompense pour les relations sociales, pour les jeux vidéo et du coup pour toutes les addictions relatives toutes les addictions en fait, c'est le même système pour le tabac, la drogue, l'alcool, les jeux vidéo. Voilà. Donc, ici, vous avez un exemple d'une personne qui consomme beaucoup de sucre d'un côté, une personne droguée, donc avec la cocaïne, et une personne normale. Ce qu'on constate, c'est que lorsqu'elle est stimulée, il y a beaucoup de dopamine qui va être libérée, produisant ainsi du plaisir. Pour les personnes qui sont addictes, cette sécrétion de dopamine va être réduite, ce qui fait qu'on va ressentir moins de plaisir pour la même stimulation. Un carré de sucre, par exemple, pour quelqu'un, on va dire, qui n'est pas addict au sucre, va lui procurer du plaisir, ça va lui suffire. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup de sucre, un carré de sucre ne sera pas suffisant. Et pour avoir la dose de plaisir qu'il désire, donc tout ça c'est inconscient évidemment, pour avoir la dose de plaisir, il sera obligé d'en consommer davantage. Donc c'est le même système que pour les addictions, et c'est ça qui est vicieux, c'est que c'est notre corps qui vient à nous demander du sucre. C'est même pas notre conscience, c'est vraiment c'est viscéral. Le problème, c'est que le sucre n'est pas anodin. C'est pas un ingrédient qu'on utilise comme ça dans notre alimentation et qui ne fait rien. Pourquoi? Bon, la première conséquence qu'on connaît même quand on est tout petit, c'est que le sucre, ça produit des caries. Ok, mais pas que. On a du coup une altération des petits vaisseaux lorsqu'on a beaucoup de sucre dans le sang. C'est aussi une insuffisance rénale. Enfin, ça favorise l'insuffisance rénale, notamment en cas de diabète, mais ça peut aussi affaiblir le rein. Au niveau intestinal, le sucre vient déséquilibrer la flore. On va avoir des symptômes pour certaines personnes, plus que d'autres, de ballonnement. On va avoir aussi plus d'infections. Le sucre va favoriser l'hyperméabilité du tube digestif et diminuer les défenses immunitaires. Vous savez que la flore intestinale est essentielle dans plein d'éléments, notamment humeur, notamment hormonale. Donc, ça vous laisse comprendre également les troubles associés. Il faut savoir également, bien sûr, qu'on s'en doute pour celui-là, surpoids, obésité. Il a également une action sur l'hypertension, les niveaux lipidiques et évidemment le diabète. Et pas que. Le sucre va également favoriser l'inflammation au niveau cérébral, au niveau de l'hippocampe, induisant un impact cognitif comme des troubles de la mémoire. On observe aussi une suractivité chez l'enfant. Par la mauvaise sécrétion de l'insuline, c'est-à-dire trop de dopamine, puis ensuite pas assez, il y a des chutes qui peuvent induire des symptômes dépressifs ou de l'anxiété. On peut aussi favoriser l'hypertension avec des troubles cardiovasculaires. La stéatose hépatique non alcoolique, la NASH, qui est le stockage de gras dans le foie, lié à la consommation de sucre, je rappelle. Il favorise également le vieillissement de la peau, augmente les lésions des tissus, les infections cutanées. Pour les adolescents, typiquement, l'excès de sucre augmente aussi l'acné. Et également, tout ce qui est, il a tendance à acidifier le corps, par conséquent, augmenter tout ce qui est inflammation chronique, que ce soit intestinale ou toute autre inflammation, comme justement douleur articulaire. Donc le sucre, clairement, n'est pas anodin. Mais alors, où le trouve-t-on? Et de quel sucre parle-t-on ici? Alors, le sucre, c'est une grande famille. Et donc là, j'aimerais vous faire participer et j'aimerais savoir, à votre avis, quel aliment
que nous mangeons relativement quotidiennement hein, dans nos aliments classiques, donc je ne parle pas des bonbons, quel aliment contient le plus de glucides par portion? Donc je parle des glucides, la grande famille des glucides. Je vous laisse écrire en commentaire quel groupe d'aliments contient beaucoup de glucides que nous mangeons. Je vais regarder si j'arrive à trouver les commentaires. Ouais, le pain, les féculents, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Bon, globalement, c'est pas grave, c'est très très bien. Vous n'avez pas forcément, vous avez déjà des connaissances, c'est parfait. Donc, en effet, le pain. Je dirais même globalement les produits céréaliers. Il y a des personnes qui ont mis plats préparés, les fruits comme la banane, les céréales au petit déjeuner. Ah, ok, super. Alors, ici, je n'ai pas mis la banane, on va voir justement. Enfin, on va voir juste après un peu plus au niveau des quantités. Donc, les produits céréaliers, c'est le top. Vous allez voir que c'est eux qui contiennent le plus de glucides. Évidemment, les boissons gazeuses et sodas, les pâtisseries, les céréales du petit déjeuner. Donc, on a des glucides intrinsèques aux céréales. Et la plupart du temps, dans les céréales du petit déjeuner, il y a du sucre qui y est rajouté. Dans les yaourts également, évidemment, il y a du lactose, mais souvent également du sucre. Dans le pain, il y a le glucide intrinsèque au sucre, les glucides intrinsèques au pain, à l'amidon, et souvent également un peu de sucre qui a été rajouté. Et la pomme de terre aussi, laquelle on oublie, mais qui est également très sucrée. Alors là, on a quelques chiffres pour voir justement pour une portion de 100 grammes. Donc on n'est plus forcément sur les portions qu'on mange d'habitude. Mais vous pouvez voir qu'au niveau des fruits, finalement, c'est pas tant que ça. La banane, 21 grammes par 100 grammes, alors que le pain blanc, pour 100 grammes, on est à 46 grammes. Les pâtes blanches cuites, on va être à 30 grammes. On est quand même sur des quantités assez importantes. Donc là, on est sur les glucides. Et les légumes, donc finalement, pas grand-chose. On a juste la patate, la pomme de terre bouillie, on est à 18 grammes, qui est un peu plus que les autres, et le maïs également. Donc ça, c'est important, c'est pour qu'on revoie que les glucides, c'est pas uniquement le sucre de table ou justement, pas que dans les plats préparés, c'est vraiment partout, et notamment dans les produits céréaliers. Longtemps, pour les diabétiques, on ne leur disait rien. On leur disait, vous pouvez manger du pain et des pâtes. Alors ça, c'est terrible. C'est dramatique. Hein. Du coup, nous avons en effet deux catégories. On a les sucres simples et les sucres complexes. Du coup, vous me direz, peut-être dans les céréales, c'est des sucres complexes. Donc, du coup, ça va, on peut en manger. D'ailleurs, la recommandation a longtemps été, je pense que vous l'avez entendu, les féculents, c'est autant que vous avez besoin pour atteindre la satiété. Voilà, ça, c'était la phrase qui était dite à un moment donné. Le problème, c'est qu'à force d'être transformés, les féculents, globalement, ils n'ont plus de fibres, ils n'ont plus ni vitamines ni minéraux. Ils ont été transformés, beaucoup transformés. Et ensuite, par la cuisson, finalement, à peu de choses près, ça devient ça. C'est un peu mieux que du sucre de table, mais à peu de choses près, c'est ça. Alors, ce n'est pas tous les féculents, je vous l'accorde, mais c'est important d'avoir ça en tête, car au final, les pâtes blanches, c'est ça. Dans les aliments avec des glucides de constitution, il y a également les produits laitiers. Il y a le lactose qui est dans les produits laitiers avec du coup, on va dire pas mal Vous connaissez certainement l'intolérance au lactose. Le lactose est digéré grâce à la lactase que nous synthétisons donc nous-mêmes dès notre naissance justement pour digérer le lait maternel. Et en grandissant, la lactase, sa synthèse est réduite en fonction des gens. Certains arrêtent complètement de la fabriquer à l'adolescence et d'autres continuent le reste de leur vie complètement. Et on va avoir un degré comme ça de synthèse de la lactase entre certaines personnes qui ne tolèrent plus du tout le lactose, ballonnement, diarrhée, constipation, douleur, fatigue chronique, voilà, des personnes qui ne le supportent pas avec vraiment des troubles digestifs importants, et d'autres personnes qui supportent le lactose parce qu'ils ont un peu de lactase.
Et c'est ça qui va expliquer que certaines personnes peuvent manger certains produits laitiers et d'autres, ça leur donne des troubles. Voilà. Donc, les produits laitiers, c'est un secteur un peu particulier. Je n'aurai pas le temps d'approfondir ce sujet-là. Par rapport à ce que je connais, je ferai une recommandation. Ne pas en abuser. D'ailleurs, les recommandations nationales sont en train de changer. On n'est plus à 3 produits laitiers par jour, mais on est à 2 ou 1 ou 2 par jour. Moi, je recommanderais de le limiter au maximum, c'est-à-dire que garder les produits laitiers en plaisir, puisque contrairement à ce qu'on croit, on n'en a pas absolument besoin. Et je peux le justifier par des études, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord et je le comprends parfaitement. Alors, donc là, j'ai vu les aliments avec des glucides intrinsèques. Il y a également les autres. Alors, les autres, ce sont les aliments où on a rajouté du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, avec le sel, est un exhausteur de goût. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un pic d'industrialisation alimentaire où, du coup, on a produit beaucoup de nourriture industrielle où on a ajouté du sucre. Justement, dans les années 70, on a commencé à se battre justement contre le gras qui était l'ennemi numéro 1 au niveau cardiovasculaire avec le cholestérol et tout. Et du coup, on n'a pas du tout regardé le sucre, à tel point qu'on a mis partout le sucre pour remplacer le gras, pour que les aliments soient quand même agréables à manger. Et en fait, oui, maintenant, on est en train de se rendre compte que c'est une très, très grosse erreur qu'on a faite, puisqu'on a rendu le monde entier addict au sucre et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. On a notamment utilisé le sirop de glucose-fructose. Dans les années 70, on a voulu remplacer la canne à sucre puisque c'était trop cher. Et donc, pour rendre les aliments plus accessibles, on a utilisé le sirop de maïs, donc le sirop de glucose-fructose. Or, le fructose, comme ça, isolé, n'est pas bénéfique pour la santé et n'agit absolument pas pareil que le sucre classique, ni le sucre qui est dans les fruits classiquement. Il faut savoir que le fructose est métabolisé à 100% par le foie. C'est notamment lui qui va être responsable du foie gras, puisqu'en fait, il n'y a que le foie qui peut le prendre en charge. Et lorsqu'il y a du glucose, le glucose est prioritaire, et donc le fructose va être transformé en gras. Le fructose n'agit pas pareil au niveau de la satiété. Il n'induit pas la sécrétion d'insuline, il n'agit pas non plus sur la leptine, c'est-à-dire l'hormone de la satiété. Donc, il va maintenir la sensation de faim. Il est aussi plus réactif, donc un peu plus nocif, et donc il augmente également le stockage du gras de manière assez importante. Il peut aussi, lorsqu'on le consomme en excès, induire des troubles digestifs, puisqu'il va être consommé par le microbiote et induire des troubles justement à ce niveau-là. Alors, où trouve-t-on le fructose? Le fructose, on l'entend dans le nom, on le retrouve dans les fruits et tous les aliments à base de fruits. Là, je vous ai donné le miel, le fruit, même la patate douce. On retrouve du fructose dedans. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le fructose dans ces aliments n'est absolument pas néfaste. En fait, à partir du moment où on extrait un élément chimique de son état naturel, on le transforme en quelque chose de nocif. Quasi systématiquement. Je ne peux pas donner des chiffres là-dessus, je le constate simplement avec les études. Par exemple, j'ai lu une étude qui disait que le bêta-carotène était toxique, que le bêta-carotène induisait justement le cancer. Alors, je pense que certains d'entre vous qui connaissent le bêta-carotène sont complètement ahuris à cette idée. C'est normal, ils ont isolé le bêta-carotène pour l'utiliser sur des cellules souches, enfin sur des cellules ou sur des rats. Du coup, je ne sais plus, c'était dans une circonstance expérimentale. Ce que je me souviens, c'est qu'en isolant le bêta-carotène, il devenait toxique. Alors que le bêta-carotène, et donc dans les aliments tels que la carotte ou tous les légumes à couleur vert foncé, est un antioxydant puissant qui nous aide contre le cancer, qui est excellent pour la santé. Mais une fois isolé de son état naturel, il devient toxique. Donc c'est la même chose pour le fructose finalement. Une fois isolé de son état naturel, il n'est absolument pas bien assimilé par le corps. Donc là, je vous donne d'autres exemples où on peut le trouver: confiture, fruits secs, sirop, pâte de fruits, jus de fruits. Dans ces aliments-là, s'il n'est pas forcément systématiquement toxique, il est à surveiller. Par exemple, les fruits secs, on a une concentration importante de sucre. Néanmoins, on a aussi des fibres, donc il ne faut pas en abuser. Dans les sirops, par contre, on est complètement artificiel. Le sirop de fructose, de glucose-fructose, a été sorti de son état naturel. Je parle des sirops industriels.
Les jus de fruits, c'est un peu la même chose, il faut se méfier. En cas d'essayer de perdre de poids, les jus de fruits, c'est la catastrophe. Même les jus de fruits maison, bien qu'ils soient bien meilleurs pour la santé, ils restent quand même néfastes. Donc là-dessus, je dirais à limiter au maximum, c'est-à-dire jus de fruits, vous pouvez vous faire plaisir le dimanche, mais pas quotidiennement. Un jus de fruits ne remplace pas un fruit. Voilà, c'est juste pour dire, le glucide du jus de fruits n'est pas du tout le même que celui du fruit. Mais on retrouve également du fructose dans d'autres aliments, comme justement la personne qui a parlé des plats préparés. On a dans les sauces, les concentrés de tomates, beaucoup dans les concentrés de tomates et sauces tomates, dans les boissons sucrées, également dans certaines boîtes de conserve ou fruits au sirop. Donc on en retrouve dans beaucoup d'éléments auxquels on ne s'attend pas. Justement, on va le voir. On a du coup tous ces éléments. On peut le voir sur les étiquettes sous le terme de sirop de maïs, sirop de glucose à haute teneur en fructose, isoglucose, sirop de glucose fructose. Et là, on va le retrouver dans tous ces éléments, plus ou moins, puisque du coup, maintenant, les industriels essayent de mettre d'autres sucres. C'est moins utilisé en Europe qu'aux États-Unis. Mais on va aussi trouver du sucre ou du fructose dans la charcuterie. Je pense par exemple au bacon, qui est une explosion sanitaire. C'est vraiment le truc qu'on met... Enfin, je veux dire que je constate présent dans beaucoup de choses qui ont l'air saines à la base et qui du coup ne deviennent absolument pas parce que c'est sucré, que c'est gras, que ça n'apporte rien au niveau nutritionnel. On peut retrouver sur les étiquettes glucose, fructose, dextrose, enfin voilà, on peut s'amuser, il y a beaucoup de noms possibles pour désigner le sucre. Et tous ces éléments étant isolés et étant extraits ne sont pas bons pour la santé et ne sont pas bien tolérés par le corps. Donc il y a en effet les fruits qui contiennent du sucre, mais également tous ces aliments que nous consommons quotidiennement ou pas, en espérant pour les bonbons. Donc, pour vous donner une petite idée, une canette de soda, on a à peu près 6 sucres. La canette de boisson énergisante, qui normalement est pour les sportifs, on a 9 sucres. On a le pain de mie avec 2 sucres pour du coup 2 tranches de pain de mie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le burger avec 4 sucres. Donc là, on parle bien c'est l'équivalence en sucre de table. Certainement le burger à cause des sauces et le pain blanc autour qui est sucré. La sauce barbecue, la pâte à tartiner, voilà. C'est juste pour se donner une idée. Alors du coup, on peut aussi se poser la question, avec quoi on peut sucrer? Je vous ai donné ici un échantillon. Évidemment, je n'ai pas tous les sucres parce qu'il y en existe énormément. On a le sucre blanc, le sucre roux, l'agave, le sucre de coco, le miel, la mélasse. Tous ces éléments, il faut le rappeler, sont caloriques. Il n'y en a pas un seul ici qui soit moins calorique que les autres. On a tous un impact calorique. Donc par rapport à ça, dans tous les cas, il faut préconiser la modération. En ce qui concerne le sucre blanc, je ne conseille pas la modération, je conseille de supprimer le sucre blanc qui n'apporte rien. On parle ici de calories vides. Vide parce que c'est un calorie qui n'apporte rien pour le corps et même pour digérer ce sucre, le corps devra puiser dans ses réserves de vitamines et minéraux et le sucre n'apportera rien. Le sucre roux est un peu plus riche le sucre roux ainsi que l'agave est plus riche en vitamines et minéraux. Il apporte un chouïa plus. Mais ce n'est pas non plus une alternative où on peut l'utiliser vraiment comme un condiment normal. Dans tous les cas, c'est calorique et ça reste du sucre. Ça reste transformé. J'ai vu que le sucre de coco, le miel, enfin le sucre de coco et la mélasse particulièrement sont assez riches en vitamines et minéraux. C'est une alternative qui reste intéressante. Et le miel, enfin, qui est le moins transformé de tous, puisqu'il est quasiment, quand on achète du bon miel, quasiment comme à son origine. Comme dit le c'est le psalmiste, voilà, comme dit le psalmiste, manger trop de miel n'est pas bon. Voilà, je trouve que c'est un conseil d'équilibre, de tempérance qu'il faut avoir. Le miel reste une bonne alternative lorsque l'on veut cuisiner pour justement éviter d'avoir quelque chose qui nous apporte rien. Néanmoins, tempérance en toute chose, le mieux reste étant, lorsqu'on veut faire des pâtisseries, de réduire les portions, réduire les quantités de sucre, excusez-moi.
Alors, pourrait-on remplacer le sucre par les édulcorants? Donc, les édulcorants, c'est du sucre de substitution, un faux sucre qui n'apporte pas de calories, qui est ajouté aux aliments pour avoir le goût sucré. Vous avez un petit exemple en dessous des différents sucres. Ici, vous pouvez déjà anticiper ce que je vais dire, il faut bien penser qu'on est sur des éléments chimiques qui ont été isolés de leur état naturel. Donc déjà, on peut se dire, attention. J'ai cherché du coup des études là-dessus pour regarder. Il n'y a pas de perte de poids constatée avec la consommation d'édulcorants. Au contraire, ça pourrait favoriser la prise de poids. Alors pourquoi? Parce que on garde le goût sucré, on garde l'appétence pour le sucre, on continue à aimer ça et à en vouloir. Ensuite, comme je vous ai dit, on ne peut pas duper notre cerveau. On lui dit, tu vas manger du sucre, tu vas manger des calories. Arrivé dans l'estomac, dans l'intestin, il n'y a pas de calories sucrées, il n'est pas content. Et il va en redemander. Donc, par conséquent, on ne peut pas duper en disant je vais donner des édulcorants et comme ça, je mangerai moins de calories. Absolument pas. Le cerveau va redemander les calories qu'on lui a promis. Par conséquent, il y a une prise de poids puisque on va avoir tendance à manger un peu plus. Ce n'est pas du systématique, mais néanmoins, c'est ça. Ensuite, j'ai vu, bon, il y a beaucoup d'effets secondaires en fonction des différents types d'édulcorants. Une étude que j'ai vue qui rassemblait tous les édulcorants, c'était qu'ils affectent le microbiote. Quand on sait l'impact du microbiote sur notre santé, sur justement l'équilibre hormonal et également sur notre humeur, pour moi, c'est un argument qui les vaut tous. Affecter le microbiote, ce n'est pas une bonne idée. On voit également qu'il altère la sensibilité à l'insuline. Or, en général, on conseille les édulcorants à des diabétiques. Donc là, il y a une incohérence dans l'utilisation de l'édulcorant. Une alternative, c'est la stevia. Alors, pas forcément la stevia en poudre, parce que pareil, je ne suis pas fan. J'ai l'impression que systématiquement, quand on sort un truc, ça devient mauvais. Je dirais la stevia en pot. Il faut se procurer des graines, faire monter sa stevia et l'utiliser pour sucrer les différentes choses. Je connais justement des diabétiques qui sucrent leur confiture avec de la stevia et c'est bon. C'est un goût un peu différent du sucre classique, mais il faut s'y habituer. C'est une alternative intéressante pour toute personne qui veut vraiment faire autrement. Alors, comment adapter son alimentation à part en faisant pousser de la stevia chez soi? Alors déjà, il faut savoir que les Français consomment à peu près 100 grammes de sucre par jour. L'ANSES recommande 50 grammes de sucre, l'OMS recommande 25 et l'Association de cardiologie américaine recommande 20 grammes pour les femmes ou 36 grammes pour les hommes de sucre maximum par jour. Sachant qu'en moyenne, on est à 100 grammes par jour, en France, on a encore beaucoup de travail à faire. Alors, comment faire pour réduire sa consommation de sucre? Ce qu'on peut faire, ah oui, je n'ai pas précisé, ici on ne parle pas des glucides, on parle bien des sucres. On parle des sucres mono ou disaccharides, c'est-à-dire ça va être le glucose, le fructose, voilà, ou le saccharose. Alors, comment faire? On peut justement regarder les étiquettes. Là, on peut voir par exemple des carottes râpées. A priori, les carottes râpées, bio en plus, ça doit être sain. Le problème, c'est que dès qu'on part sur quelque chose qui a été proposé par l'industrie, ils nous rajoutent du sucre pour que ce soit meilleur. Également pour la conservation, hein, le sucre aide la conservation. On voit qu'ici, ils ont rajouté du sucre blanc. 2% à peu près, certainement, de sucre blanc. Et si on regarde sur l'information nutritionnelle, on peut voir donc du coup l'énergie, matières grasses, glucides, fibres, protéines, sel. On va regarder pour 100 grammes, on va avoir pour 100 grammes 8% quasiment, donc 7,8, 8% de 8 grammes, donc 8% de glucides sucre, dont sucre, c'est des glucides simples, qui sont très vite absorbés, comme du sucre de table en fait. Voilà, donc lorsqu'on regarde les étiquettes, c'est le don sucre qu'il faut regarder, car les glucides normaux, à la limite, peu importe. Là, je vous ai mis par exemple également du pain de mie, où on voit qu'en 4e position, nous avons du sucre.
Pourquoi je parle de la position? Parce qu'en fait, ils ne rangent pas par ordre alphabétique, ils rangent par ordre de quantité. Donc là, on voit qu'il y a plus de blé, ensuite il y a un petit peu moins d'eau, ensuite il y a un petit peu moins d'huile de colza et ensuite il y a un petit peu moins de sucre roux. Donc, on imagine qu'il n'y en a pas non plus énormément. C'est une supposition. On peut voir les valeurs nutritionnelles, les informations nutritionnelles, que le don sucre pour 100 grammes est à 6 grammes, donc 6%. Nous avons donc l'équivalence d'un carré de sucre pour une portion de 100 grammes de pain mûr. Donc, c'est l'accumulation de tous ces petits dons sucre qui nous font arriver à 100 grammes par jour. Alors, tous les sucres ne se valent pas. Comme je vous ai dit, donc il y a les sucres simples, les sucres complexes, et comme je vous ai dit aussi, les sucres complexes, finalement, ne sont pas si bons que ça, puisqu'ils se transforment à peu de choses près, liés à la transformation en des sucres simples. Alors, on va regarder ici. Du pain blanc ou des dattes. À votre avis, lequel des deux va faire monter le plus vite la glycémie dans le sang à quantité équivalente? Je vous laisse écrire du coup pain ou date dans les commentaires, comme ça on regarde un peu votre avis. Je vois qu'il y a deux camps. Je vois pas forcément tout le monde, je pense. Là, je vois du pain, il y a des dates. Ça s'alterne quand même pas mal. C'est normal. La différence entre les deux n'est pas non plus énorme. Mais j'ai choisi cet exemple parce que justement, il est très ambigu. On voit qu'il y a plus de sucre. On a 64 grammes de sucre pour 100 grammes dans les dates, 57 pour 100 grammes dans le pain. On sait que les dates, c'est très riche. Hein. Je pense que quand on le goûte, on le sent bien le sucre, alors que dans le pain, pas tant que ça. Bah, au final, comme certains l'ont senti, hop, je vais faire passer la diapo, l'index glycémique est plus important, un petit peu plus important, dans le pain blanc que je vous ai présenté là. L'index glycémique, c'est quoi? C'est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de sucre dans le sang, après son ingestion, par rapport à la norme qui est le glucose. Donc du coup, notre pain qui est ici, un peu, hein, c'est pas non plus le double, augmente davantage le sucre la glycémie. Il va augmenter plus rapidement la glycémie que les dattes, bien que les dattes aient plus de sucre à la base. Alors, comment ça se passe? Alors, avant ça, on va revoir, pour mieux comprendre le pic de glycémie et l'impact de l'index glycémique. En rouge, vous avez du coup un aliment avec un index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'il va faire augmenter très rapidement le sucre dans le sang. Et on va avoir en conséquence une hypoglycémie postprandiale, comme je vous avais montré. On passe en dessous de la norme du petit pointillé bleu. On a des aliments à index glycémique moyen, et ensuite on a des aliments à index glycémique plutôt faible, où du coup là on n'a pas d'hypoglycémie postprandiale, ce qui signifie qu'on va avoir une satiété plus longue et qu'on ne va pas avoir de fringales et qu'on ne va pas non plus avoir de fatigue liée à une alimentation trop riche. Voilà. Et du coup, donc le pain a un index glycémique un peu plus élevé que les dattes. Et pourquoi? Ça nous montre bien que l'histoire de sucre complexe et simple, ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a également notamment la teneur en fibres. Eh bien oui, les dattes sont très riches en fibres. Vous le sentez également quand vous essayez de les manger, ça bloque un peu, c'est tout fibreux. Donc, du coup, les dattes, avec leur teneur en fibres, vont ralentir l'absorption des glucides et donc vont réduire le pic de glycémie par rapport au pain qui est blanc et qui ne ralentit rien du tout. Alors, un petit exercice pour vous dire, pour mesurer l'index glycémique d'un aliment, les fibres réduisent l'index glycémique, ralentissent l'absorption des glucides. Le gras réduit un petit peu également l'index glycémique. Ça ne veut pas dire que c'est un allié minceur, hein, mais en tout cas, dans les faits, il réduit aussi l'index glycémique. La cuisson augmente l'index glycémique. Le raffinage augmente l'index glycémique. Voilà, je vous ai donné un petit peu les éléments.
Donc, je vous laisse réfléchir. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais si vous voulez, vous pouvez. Réfléchir où est-ce que vous mettrez les aliments que je vous ai mis là. Donc, pour ceux qui sont par téléphone, il faut essayer de réfléchir si les aliments sont d'index glycémique faible, moyen ou élevé. Globalement, comme ça, à l'œil. Donc, les lentilles, par exemple, est-ce que ça fait augmenter rapidement ou pas, moyennement, le sucre dans le sang? Les bonbons, les pâtes complètes, le quinoa, la pomme de terre, le pain blanc, les pâtes blanches, les cerises. Voilà, essayez de réfléchir à votre avis. Où est-ce qu'ils vont se situer? Hop. Sans plus attendre, je vous donne les résultats. Alors, les légumineuses, bien qu'ils sont relativement riches en glucides, n'augmentent que très peu l'index glycémique. Le plus, c'est les lentilles, mais encore, ça reste dans la catégorie index glycémique faible, car il augmente lentement parce qu'il a beaucoup de fibres. Les noix amandes ont peu de glucides, mais ils sont également gras, donc en plus, ça réduit encore. On a ensuite les fruits comme les pommes, poires, c'est aussi dans l'index glycémique faible. Le riz complet, le quinoa sont index glycémique faible parce qu'ils sont justement plus riches en fibres. Les pâtes complexes sont à index glycémique moyen. Ils ont plus de fibres, mais cela reste quand même une transformation et à la cuisson. Donc, si vous les faites al dente, ils seront plus moyens. Si vous les faites bien cuits, collants, vous arrivez dans l'index glycémique élevé. En fonction de la cuisson, justement, de la prédigestion, si on peut dire, des aliments, ils vont plus ou moins se situer en élevé, moyen ou faible. L'ananas, la cerise, le melon va se retrouver en moyen. La pastèque, lui, est en index glycémique élevé. Vous ne l'avez pas là, mais c'est quasiment du sirop, en fait, parce qu'il y a très peu de fibres. Vous voyez que le pain complet est en moyen, tandis que le pain blanc et le pain de mie est en index glycémique élevé. La pomme de terre également. On oublie en fait que la pomme de terre, en fait, a très très peu de fibres. Et quand on la cuit, on augmente encore l'index glycémique souvent en la faisant bouillir. Ou même s'il n'y a pas tant de sucre que ça, c'est digéré très vite. Ce qui explique qu'après avoir mangé une grosse assiette de frites, par exemple, en fait, vous avez très vite faim. Même si l'apport calorique est important, il va y avoir une hypoglycémie réactionnelle parce que ça va être digéré très vite. En tout cas, au niveau des glucides. Voilà. Évidemment, les céréales sucrées, ça aussi, c'est du transformé. Les bonbons, les biscuits, c'est index glycémique élevé. Les galettes de riz aussi, index glycémique élevé. Parce qu'on est sur du riz soufflé, donc il est digéré plus rapidement que du riz qui n'a pas été transformé. La galette de riz est donc un faux ami au final. Ce n'est pas un allié santé. Alors, petit rappel, donc du coup, par rapport à ce que je viens de vous dire, l'IGBA va permettre une glycémie qui augmente tout doucement, une insuline qui augmente tout doucement, et donc du coup, une digestion qui se passe bien, on reste en forme longtemps. Si par contre, on prend un aliment à index glycémique élevé, par exemple, je ne sais pas, on a faim dans l'après-midi et on se prend des pâtes, justement des galettes de riz, ça va avoir un index glycémique élevé, on va augmenter la glycémie rapidement, l'insuline va augmenter rapidement, on va avoir une chute rapide et donc une hypoglycémie. Et à nouveau, on va avoir faim et on voudra reprendre soit des pâtes de riz, soit quelque chose d'un peu plus consistant. Enfin, des galettes de riz, pardon. Alors, que faire si on est addict au sucre? Parce que ça arrive, en effet. Vous vous y reconnaîtrez peut-être. Quand je mange du sucre, je ne parviens plus à m'arrêter. Je sais que c'est pas bon, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Je suis obligée de finir sur une touche sucrée. Ou vous pensez au sucre quand vous êtes un petit peu, quand vous êtes fatigué, déprimé, ou quand vous rentrez du travail, directement le sucre, ou quand la tablette de chocolat, vous la finissez d'un coup, c'est possible que vous ayez une addiction au sucre. Et oui, on va parler de sevrage des sucres simples. C'est important justement de réussir à retransformer notre manière de manger. Il va falloir faire un sevrage des sucres simples, soit progressif, soit d'un coup. Le mieux reste d'un coup parce que la rechute est moins importante. Le progressif, c'est bon, vous vous dites je finis les produits que j'ai et je ne les rachète plus. Comme ça, vous changez progressivement. Vous pouvez aussi désigner certaines familles d'aliments que vous retirez, ou sinon vous retirez tout ce qui contient des dons sucre. Et je vous garantis que si vous arrivez à faire ça,
vous arriverez à vous sentirez beaucoup mieux. Toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques, toutes les personnes qui ont des troubles articulaires, enfin qui ont mal, vous sentirez des effets. Parce que le sucre est inflammatoire. Ça ne veut pas dire que vous allez guérir, je ne dis pas ça, mais c'est sûr que ça vous aidera. Ensuite, il faut choisir de changer son alimentation. Il ne suffit pas de retirer les dons sucre de son alimentation, il faut également modifier. Il faut rajouter des fibres. Il faut rajouter des fibres dans son alimentation. Il faut manger des légumes, beaucoup de légumes, des légumes colorés pour se faire plaisir également. Il faut manger des fruits, il faut rajouter des vrais fruits. Et vous verrez aussi qu'en changeant l'alimentation, vous allez aussi modifier votre goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banane, vous la trouvez à peine sucrée. Elle est bonne, mais à peine sucrée. Et finalement, en changeant l'alimentation, la banane, vous la trouverez même trop sucrée. Donc, ce sera très bon, mais trop sucré, parce que vos papilles vont changer. Et le seuil de détection va justement réduire, vous permettant de détecter plus rapidement le sucre et vous permettant de mieux apprécier certains aliments qui jusque-là vous paraissent presque fades. Il faut accepter aussi d'être frustré. Parce que oui, lorsqu'on a une addiction, lorsqu'on a l'habitude de manger du sucre, on va être frustré en arrêtant le sucre. Il faut donc accepter cette frustration et tenir ferme. Il faut aussi accepter les rechutes et pas se dire « Oh mince, j'ai rechuté, tant pis, j'arrête » et puis on mange tout le frigo ou toutes les viennoiseries qu'il y a au bureau. Il faut accepter et lorsque on se fait plaisir et qu'on mange une viennoiserie parce que le collègue a insisté et qu'on n'a pas réussi à résister, on l'apprécie. On ne la dévore pas. On prend le temps d'apprécier, on prend le temps de la manger et de la sentir passer. Et on ne l'engouffre pas parce que sinon c'est du gâchis et c'est quand même dommage, on va dire, d'arrêter son sevrage et de même pas apprécier cela. Et ensuite, on reprend et on ne se désespère pas. Puisque du coup, il n'y a pas de souci, vous allez modifier vos habitudes et vous n'aurez moins d'appétence pour le sucre. Il faut également prendre conscience de pourquoi on prend du sucre. Est-ce que c'est l'ennui ? Est-ce que c'est la fatigue ? Parce que la fatigue augmente notre appétence pour le sucre et notre envie de manger. Donc, il faut peut-être aussi améliorer le sommeil. Il faut aussi davantage boire. Est-ce que finalement, j'ai envie de sucre parce que j'ai soif ? Parce que ça arrive très souvent qu'on confonde la soif avec la faim. On peut aussi, est-ce que j'ai envie de sucre parce que je suis un peu déprimée ? Alors, est-ce que du coup, on ne chercherait pas plutôt du réconfort auprès de quelqu'un qu'on aime ? Ou en allant voir des amis ou en discutant, essayez de trouver la cause profonde et pas simplement s'arrêter à se dire « Oh, j'ai envie de sucre » et puis c'est tout. Enfin, du coup, il ne faut pas oublier que si vous êtes vraiment addict, il y aura des symptômes de sevrage. Une baisse d'énergie parce que le corps va fonctionner différemment. Jusque-là, il avait des sucres rapides dès qu'il le demandait, donc il n'est pas du tout habitué à aller récupérer dans les réserves de graisse. Par conséquent, vous allez être fatigué. Ça, c'est sûr. Et il va falloir tenir parce que votre corps sait utiliser ses réserves de graisse, il a juste oublié. Et vous allez être certainement du coup irritable, fringale, peut-être des nausées, des sentiments un peu de déprime, mais ça va passer. Il faut bien s'hydrater puisque le corps est aussi en train de rechanger son système, donc il faut bien boire. Il faut augmenter ses apports en fibres pour justement avoir une satiété qui est bonne. Après avoir mangé, il ne faut pas que vous ayez faim 2 heures après et que vous ayez envie de sucre. Il faut potentiellement également prendre du magnésium, ce qui peut aider puisque quand on arrête le sucre, qu'on avait l'habitude d'en prendre, on va avoir beaucoup de pertes urinaires. Et il faut bien dormir justement parce que le manque de sommeil, le stress, ça augmente les envies de sucre. Et ce sera que bénéfique. En résumé, pour consommer moins de sucre, il faut lire les étiquettes, bannir les dons sucre. Il faut manger complet, entier, non transformé, autant que possible. Même les salades râpées, les de carottes râpées, il vaut mieux les faire soi-même. Il n'y aura pas de sucre dedans. Enfin, pas de sucre ajouté, a priori. Il faut choisir des aliments à IG bas, index glycémique bas. Donc justement, pas trop transformés, avec des fibres, le plus naturel possible. C'est-à-dire, plutôt que le jus de fruits, ce sera plutôt le fruit. Pas trop cuit, complet, avec du pain, des pâtes complètes, qui est bien meilleur que le blanc, qui est, je le répète, vide. Il faut également ajouter des fibres dans son alimentation, comme je viens de le dire.
augmenter son activité physique et bien s'hydrater. Alors pourquoi? Parce que ça, globalement, on est trop sédentaire en France et on ne s'hydrate pas correctement. Ça, c'est toujours valable. Donc, je le répète, hydratez-vous et faites de l'exercice. Ça ne fera que aider. Voilà, c'est bon pour moi. Et là, je suis tout à fait à vous pour les questions. Merci beaucoup, Johanna, pour voilà, toutes ces informations utiles et importantes. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour ne pas oublier aussi. Et puis, donc, il y a déjà quelques questions.